On va aborder maintenant le sonnant et le trébuchant, les sanctions en cas de non-respect ou de manquement à ces obligations. Alors, il y en a de différentes sortes, ça dépend du manquement ou du non-respect de l'obligation, bien entendu. Concernant le non-respect du RIN, vous risquez des sanctions disciplinaires par l'ordre des avocats, ça vous le savez bien, avertissement, suspension, voire radiation en fonction de la gravité des manquements. Concernant la CNIL et le RGPD, vous risquez une amende jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial de votre structure, allant jusqu'à maximum 20 millions d'euros d'amende. Également, si c'est une violation majeure, ça vous fera énormément de mauvaise publicité puisque ça peut être de notoriété publique. Pensez au traitement des données par Facebook et à toutes les histoires qu'il y a eu ces dernières années concernant tout cela. Bien entendu, tous les manquements aux règles déontologiques, à l'éthique de l'avocat vont constituer contre vous un impact sur votre réputation et donc sur la confiance que pourront avoir les clients et les clients potentiels de votre structure. Également, ça pourra rendre compliquées les relations entre professionnels, entre confrères, entre prescripteurs notamment. Avant de conclure, j'aimerais vous montrer un exemple concret de bannière de cookies sur un site internet, à quoi ça peut ressembler, de politique de cookies notamment, politique de confidentialité avec les finalités, à quoi ça peut ressembler, et également les mentions légales d'un site internet avec le minimum à avoir et à quoi ça doit ressembler. Alors concernant les mentions légales, bien entendu sur un site internet, vous devez toujours avoir les liens légaux qui soient facilement accessibles. En général, ce qui se fait, c'est de les avoir en pied de page comme cela. Là, nous sommes sur la page des mentions légales. Alors le minimum à avoir, évidemment, identifier le site, une mention pour dire que nous portons la connaissance des utilisateurs et des visiteurs du site, des informations sur l'éditeur du site, qui est l'éditeur du site, qui est derrière le site, la mention sur le professionnel et également sa structure juridique, c'est important de l'avoir, son identification de siège social, l'adresse, l'identification de la structure également, le numéro sirène à minima, le numéro de TVA également, et les coordonnées mail et téléphone du professionnel qui se cache derrière le site internet. Également, on doit identifier très clairement quel est votre titre professionnel, là c'est avocat pour le cas de figure, où est-ce que vous exercez, ici en France, quelles sont les règles professionnelles applicables à votre profession réglementée, ici c'est le RIT de la profession d'avocat, et quelles sont les autorités compétentes, en d'autres termes, à quel barreau êtes-vous rattaché, ici c'est le barreau de Marseille. Ici c'est un passage du RIN qui identifie clairement quelles sont les règles et usages de la profession et à quoi elles correspondent sur le territoire français et également européen. Également, la société qui édite potentiellement ou qui co-gère le site internet, son identification claire, ses coordonnées, son siège social, sa structure juridique. Très important, le directeur de publication et le responsable de publication, ainsi que ses coordonnées. Identifier clairement l'hébergeur du site, qui est-ce qui stocke le site, où est-ce que le site est stocké, avec notamment les informations concernant le SIRET, concernant le siège social, également la structure juridique et l'adresse. Pas obligatoire de mettre les coordonnées de l'hébergeur. On peut rajouter par la suite, ce qui n'est pas obligatoire, des exonérations de responsabilité concernant le site, les contenus et éventuellement des liens hypertextes qui pourraient renvoyer vers des plateformes externes. C'est une exonération qui va être notamment légale, mais en cas de problème, le professionnel ne pourra pas s'exonérer de sa responsabilité déontologique. Parce que un professionnel de droit est censé, par rapport aux réglementations internationales et aux recommandations du Conseil national des barreaux, surveiller les liens hypertextes qui mènent vers son site et surtout ceux qui sont présents sur son site et qui mènent à des plateformes externes qui, elles aussi, doivent correspondre à la déontologie et doivent être conformes à la déontologie et à la loi. Ça, c'est une mesure qui est assez importante. Également, on peut voir si je supprime de mon navigateur les cookies, l'enregistrement du consentement va être supprimé et il faut que je me connecte différemment. Donc, s'il te plaît, cher monteur, supprime cette partie où je parle des cookies puisque je vais changer de navigateur. Ça sera transparent pour la personne qui écoute. De nouveau, sur le site d'Aurélie Plantin, avocate, l'exemple que je voulais vous montrer sur la bannière de cookies. La voici, une bannière de cookies type. Elle doit à minima expliquer que c'est pour gérer le consentement cookies, que nous utilisons les cookies pour optimiser le site web et les services. C'est vraiment le strict minimum. Elle doit permettre de paramétrer éventuellement les cookies auxquels on souhaite donner la possibilité au site de conserver ou non, avec une petite explication derrière les boutons toggle qui permettent d'activer ou désactiver les finalités, que ce soit statistique, marketing. Alors évidemment, il y a une exception sur les fonctionnels, puisqu'ils seront toujours activés. Ça permet que le site soit fonctionnel. Ça, c'est autorisé pour le moment par le RGPD.
Il doit également être d'emblée proposé dans la première fenêtre de la gestion des cookies, la possibilité de refuser directement tout en bloc. Ça, c'est absolument obligatoire. On ne peut pas avoir une liste infinie de toggles à activer, désactiver, comme on peut voir sur certains sites. C'est une pratique qui détourne la règle et qui est absolument interdite. Et évidemment, un bouton qui permet de tout accepter. On peut également aussi avoir le lien directement vers la politique de confidentialité et la politique de cookies. Ça me permet de vous montrer, du coup, le strict minimum qui est nécessaire pour être conforme au RGPD et à la CNIL sur la politique des cookies. Donc, on se rend tout de suite sur la page de politique des cookies. Évidemment, ça concerne l'Union européenne. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Il y a une introduction qui est assez générique, mais qui reprend les informations sur le site internet, les définitions de base. Qu'est-ce qu'un cookie? Qu'est-ce que les scripts? Qu'est-ce qu'une balise? Donc, le jargon technique doit être explicité et ensuite déterminer quels sont les cookies, quelle vont être la date d'expiration et à quoi il sert, quelle est sa fonction, quelle est sa finalité. Pourquoi on utilise ce cookie-là? Pourquoi il existe sur ce site? Donc là, on voit que c'est pour des statistiques, il n'y a pas de partage de données avec des parties tierces et puis ensuite, on peut avoir d'autres éléments supplémentaires. Et on a ça pour tout type d'outils. Donc là, on voit HubSpot, fonctionnel, préférences, marketing. Et on voit chaque nom de cookie. Donc là, c'est vraiment le nom du cookie qui est stocké sur votre navigateur web. Le délai d'expiration, c'est-à-dire le délai à partir duquel l'information sera supprimée si on ne la supprime pas manuellement. Et à quoi elle sert. Quelle est leur finalité. Des informations sur le consentement. Donc, comment on utilise en fait la bannière de cookie qu'on a présentée juste avant. On retrouve la possibilité de régler le consentement de manière plus granulaire. Par exemple, si on veut uniquement donner des informations sur statistiques ou sur le marketing, ou pas du tout. D'ailleurs, vous avez vu là, ça a remis à jour quand j'ai cliqué, et c'est ce qui doit se passer quand on voit effectivement qu'on prend en considération le consentement. Déjà, votre consentement peut être révocable à tout moment, et on doit vous donner l'accès à cette révocation à tout moment. Donc, c'est le cas ici sur cette page, et c'est pour ça que quand j'ai cliqué ici, la page s'est remise à jour, puisque le navigateur actualise la page pour prendre en considération la nouvelle information d'acceptation ou de refus d'un ou plusieurs paramètres de consentement pour le tracking des Évidemment, on doit absolument donner les droits concernant les données personnelles, comment y accéder, combien de temps elles sont disponibles, est-ce qu'on peut s'y opposer, etc., etc. Et évidemment, les coordonnées de la personne à contacter si on doit exercer un droit de modification, de suppression, etc. On retourne sur notre formation. Pour conclure cette partie, quelques recommandations clés pour les avocats. Ayez en tête ces principes simples dont on vient de parler. De manière générale, respectez les obligations déontologiques et légales dans chacune de vos actions de communication, à chacune de vos actions commerciales, notamment dans la relation client. Adoptez une transparence maximale dans les mentions et les supports et les contrats. Utilisez des outils conformes au RGPD, à la CNIL, comme la messagerie sécurisée, ou quand vous utilisez un logiciel tiers ou que vous faites appel à un sous-traitant, vous n'êtes pas censé non plus ignorer tout ce que fait le sous-traitant et dire que ça ne vous concerne pas. Vous devez quand même inclure dans les clauses de contrat de sous-traitance un minimum de contrôle sur la sécurisation des données, puisque ça pourra vous être reproché. Il en va de même pour les logiciels que vous utilisez. Il faut qu'ils soient conformes au RGPD. Et évidemment, se former régulièrement parce que, étant donné que les pratiques et la technologie évoluent, on l'a vu en introduction, la loi évolue en conséquence. Le fait précède le droit. Vous n'êtes pas sans le savoir. Le respect de la conformité légale et déontologique est une priorité absolue pour chaque avocat qui souhaite développer son activité de manière éthique et durable. En veillant à chaque étape de votre communication et de votre marketing pour être conforme aux règles, vous assurez une pratique professionnelle et respectueuse de la loi, tout en développant une relation de confiance avec vos clients et vos partenaires. La conformité est une force qui renforce la crédibilité et la sécurité de votre cabinet. Pour plus d'informations, je vous renvoie sur les sources de cette formation sur la déontologie, sur l'éthique professionnelle et sur la loi. Vous avez de la documentation sur le site de la CNIL, sur le RGPD. Vous avez également des informations sur le règlement intérieur national, sur le site officiel, sur le site du Conseil national des barreaux. Vous avez également toutes les sources avec, bien entendu, les articles qui sont précisément cités, ce que je n'allais pas faire pour pas alourdir la formation. Et vous avez également le site de la DGCCRF qui peut être utile concernant la répression des fraudes et des pratiques commerciales avec les consommateurs. Cette vidéo vous a plu? Vous voulez aller plus loin? Si c'est le cas, je vous invite à prendre rendez-vous avec l'un de nos experts avec le lien juste en dessous de cette vidéo.